moi, oui, c'est Félix Tascael. Je suis en deuxième année de thèse à l'IRAP, à l'OMP, dans l'équipe GAEC et dans le sous-équipe cosmologie avec Isaac Thiotosos et Alain Blanchard. Et j'ai commencé ce projet pendant une mobilité de la bourse TESS pour aller à Madrid et travailler avec Savas Neceres, qui est un peu spécialiste dans les algorithmes génétiques que je vais expliquer. Oui, et je vais rappeler un peu des bases de la cosmologie pour comprendre qu'est-ce que je fais. Donc, je travaille sur l'équation de dualité de distance en français ou en anglais DDR, Distance Duality Relation. Et c'est une relation entre deux distances importantes dans la cosmologie. Et les distances sont une fonction de redshift. Le redshift Z, c'est le décalage vers le rouge, parce que on sait si les objets s'éloignent de nous, ils vont avoir, à cause des effets Doppler, un décalage vers le rouge. Et comme ça, c'est aussi une mesure de la distance. Donc la première distance où je vais parler, c'est la distance de luminosité. On compare le flux F, donc les photons qui viennent ici, avec la luminosité absolue de l'objet. Donc on sait la luminosité de l'objet a priori. Et la deuxième distance, c'est la distance angulaire, où on connaît la taille d'un objet et on va mesurer l'angle dans le ciel et comparer ça pour arriver à la distance. Et ça, je vais pas faire la dérivation, mais ça nous amène à l'équation de dualité de distance au DDR, où on a la distance luminosité qui est la distance angulaire fois 1 plus z carré. Et le z, c'est encore le redshift. Et c'est une relation assez fondamentale et il y a peu de modèles théoriques qui l'enfreignent cette relation. Et ici, c'est le but de tester si c'est valable avec des nouvelles données. Donc, une partie des données, c'est les BAO, aux oscillations acoustiques baryoniques. Et ça vient du fait que l'univers jeune, c'était on pourrait dire une soupe de particules. Donc, on avait les photons et les baryons qui étaient très couplés, les deux particules. Et dans cette soupe, il y avait des oscillations qui se propageaient. Et ouais. Donc ça, c'est un peu comme un photobébé de l'univers. C'est le Cosmic Microwave Background. Et cette distribution avec les oscillations, c'est toujours reflété dans la distribution des galaxies aujourd'hui. Donc il y a une distance préférée, par exemple de cet centre du cercle de là, qu'on peut voir dans les données. Oui, donc ça c'est pour la distance angulaire. Et à l'autre côté, on a les supernovas où on connaît la luminosité. Et pour ça, on appelle ça des bougies standards. Et ouais, j'utilise ici le catalogue Panthéon. Ouais. Le catalogue Panthéon Plus avec 1700 supernovas. Et ça mesure la magnitude apparente qu'on voit ici en fonction de redshift Z. Donc, on peut arriver à cette magnitude avec la distance de luminosité dl ici. Et ça, c'est les données. On voit ici le redshift et mu qui est similaire de m. Ok. Donc, et la dernière chose que je vais un peu parler de la cosmologie, c'est la tension de Hubble. Donc, il s'agit de la constante de Hubble qui est mesure pour l'expansion de l'univers aujourd'hui. Et si on mesurait ça localement, on peut regarder la vitesse avec un objet s'éloigne de nous avec la distance. Et cette pointe, c'est h0 ou la constante de Hubble. Mais la communauté, c'est un peu divergent sur la valeur de cette constante. Donc, moyen de mesurer là, c'est aussi les supernovae dans les univers stadifs. Dans l'univers stadif. Donc, eux et des autres mesurements, ils préfèrent une valeur haute de H autour de 73 km par seconde par mégaparsec à droite. Et une autre mesure, c'est avec l'univers jeune.
Et par exemple aussi les BAO, les calibres, ils préfèrent une valeur plus basse. Et si vous regardez la taille d'erreur, c'est oui, une discrepancy assez grande. C'est un des plus grands modèles en cosmologie en ce moment, je dirais. Ok. Et maintenant, je vais introduire les algorithmes génétiques. C'était déjà mentionné ce matin, je crois, mais je vais encore repasser un peu. Donc, l'objectif, c'est de trouver une fonction avec un Ki2 aussi bas que possible. Et je pense que vous connaissez le Ki2, donc c'est une mesure si le modèle correspond bien aux données qu'on a. Donc, si c'est plus bas, c'est mieux. Et pour ça, on commence avec une population initiale de fonctions qui représentent nos données, s'ils sont bien, et en utilisant une grammaire qu'on peut définir. Par exemple, un polynôme où on dit ça peut avoir 4 termes avec des coefficients. Mais après, on a cette population initiale et il va y avoir une sélection et une reproduction pour faire des générations de fonctions. Et à chaque reproduction, les fonctions avec les Ki2 le plus bas vont survivre. Et l'idée ici de nous, en cosmologie, on veut tester le modèle cosmologique. Donc, utiliser cet algorithme génétique, c'est indépendant du modèle. Ouais, parce que c'est un outil de machine learning, donc il y a moins des assumptions qu'il faut faire. Et pendant cette phase de reproduction de l'algorithme, il y a des processus aléatoires qui peuvent arriver, comme par exemple le croisement des gènes, où on a 2 fonctions par an qui vont se mélanger entre eux pour produire des nouvelles fonctions. Et aussi une mutation où une fonction peut aléatoirement changer par exemple, un coefficient pour introduire plus de choses aléatoires. Et oui, ici, les cercles représentent l'ADN qui sont, par exemple, les coefficients des fonctions parce que c'est basé sur l'évolution à la base. Et là, on va prédire à un côté la distance de luminosité dl et aussi eta qui est une juste fonction si cette relation est cassée ou pas pour après calculer dA. Donc les 2 distances dont j'ai parlé. Et on va faire ça à 10 fois et choisir la fonction avec le Ki2 le plus bas et on voit une assez bonne convergence. Donc en ligne pointillée, c'est le modèle standard. Et on voit il y a une fonction ou 2 qui sont mieux. Donc on prend la fonction qui a le Ki2 le plus bas, mais seulement si c'est mieux que notre modèle standard. Et pour l'erreur, vous savez peut-être parfois c'est difficile d'estimer l'erreur avec les méthodes de machine learning. Donc ici, on fait 100 exécutions de ça et on sélectionne 68, qui est 68%. C'est en lien avec l'erreur gaussienne, même peut-être si ce n'est pas particulièrement gaussienne. Oui, pour estimer l'erreur de cet algorithme. Et ici, on le tourne pour 300 générations, mais ça dépend un peu par cas. Donc là, on a les premiers résultats. Donc, cette fonction quantifie si on a une déviation de la DDR ou pas. Donc, si c'est une, c'est le modèle standard et si c'est différent, c'est une déviation. Déjà, ici à gauche, on voit les distances sont assez proches de 0, où 0 c'est encore le modèle standard. Et si on regarde eta, cette violation, on voit que c'est un peu cassé ici par 4%, mais c'est toujours bien dans l'erreur. Et il y a aussi des différences dans les données, donc c'est pas totalement surprenant qu'il y ait une petite divergence ici. Et maintenant, on peut changer un peu ça et dans les données. Donc, pour revenir à la tension de Hubble que j'ai décrit avant, avec les valeurs différentes. Donc, pour les BAO, si on les prend seuls, ils ne donnent pas une valeur de H0, mais si on ajoute une information supplémentaire, qui c'est pas important ici, mais c'est la densité des baryons, pour ceux qui sont curieux, c'est mesuré via l'abondance des éléments légers.
Et sans cette oméga B, on n'a pas d'informations sur H0, mais avec le oméga B, on peut utiliser le BAO et ensemble, ça nous donne une valeur basse de H0. Donc, c'était à gauche de le diagramme avant. Okay. Il y a des problèmes techniques. Et si on fait ça, ici, on voit un peu plus de différence avec les distances, mais c'est pas un grand changement. Et ici, c'est assez proche dans le cas avant. Ok, et maintenant, on va regarder encore les supernovas. Donc, les supernovas seuls aussi, ils ne donnent pas une mesure de H0, mais on peut les calibrer. Donc, comment on peut les calibrer? Juste vitement. Donc, on peut regarder la géométrie de l'univers et regarder et calibrer ça avec les céphides. Après, calibrer les céphides avec la magnitude de supernova et après calibrer les supernovas avec H0. Donc, il nous manque cet élément de céphide au milieu pour faire cette relation entre supernova et H0. Et avec ça, ils préfèrent une valeur haute H0, donc pas comme les BAO. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de calibrer les supernovas, mais pas calibrer les BAO. Et là, on va ici la divergence qui est un peu plus grande, autour de 6%, mais c'est toujours dans l'erreur. Parce qu'on a une côté des données qui préfère une valeur de H0, mais maintenant, on peut faire les deux en même temps et on sait qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Et là, on va à une divergence beaucoup plus grande, notamment ici, les distances sont pas d'accord entre eux, et aussi H, c'est une assez grande divergence. Et notamment ici, on a une violation de 8%, et ça dépasse aussi notre erreur autour de Z égale 0,5. Donc c'est toujours à peu près dans l'erreur, mais beaucoup moins qu'avant. Et j'ai pas le temps de le dire ici, mais on a fait aussi cette analyse avec un modèle paramétrisé et ça reflète un peu ça, mais avec de violations plus grandes parce que l'erreur c'est plus petit. Donc je viens à mes conclusions. Donc on a fait un test de cohérence pour notre modèle cosmologique, donc la phénoménologie pour la DDR, et on a utilisé des algorithmes génétiques qui mimiquent l'évolution biologique. Et c'est une analyse indépendante de notre modèle qui est important pour nous, parce qu'on veut investiguer le modèle aussi. Et on a estimé l'erreur avec l'échantillonnage. Et on voit que dans les cas sans calibration, la DDR s'est pas cassée. Mais avec la calibration, on voit une déviation beaucoup plus forte. Et, mais ça reste toujours autour de 1 sigma avec l'estimation de notre erreur. Ok, j'espère que c'était clair et c'était ma première présentation en français, donc j'espère que vous avez compris. Merci.